La coloscopie, c'est un acte qu'il faut dédramatiser et ce sont des actes qui se font en ambulatoire, qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Il n'y a pas de nuit d'hospitalisation prévue. C'est un acte qui se fait sous anesthésie, donc le patient ne ressent rien. Ça nécessite une consultation d'anesthésie préalable obligatoire. Cet acte se fait après une préparation, c'est souvent le critère qui fait que les gens reculent à faire cette coloscopie. Ce qui est très important de souligner dans l'acte coloscopique, ce sont les critères de qualité de réalisation de l'acte endoscopique. Ces critères ont été définis par différentes sociétés savantes américaines, européennes et françaises. La dernière recommandation, qui date d'il y a déjà 5 ans de la Société française d'endoscopie digestive, reprend tous ces critères un à un. Il y en a une quinzaine. Il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Parmi les critères majeurs, il y a essentiellement le temps passé avant, pendant et après l'acte. Avant, c'est la consultation d'anesthésie, c'est la consultation obligatoire avec le praticien qui va réaliser l'acte, qui va donner des explications, qui va expliquer la préparation. Cette préparation est fondamentale. Elle est évaluée sur une échelle, on appelle le score de Boston, qui définit la qualité segment par segment de la préparation. Et on a considéré qu'il fallait un score de Boston supérieur ou égal à 7 pour dire qu'une coloscopie était faite dans de bonnes conditions. Deuxième chose, pendant l'acte, il faut aller au bout du côlon. Ça paraît une évidence, mais il faut s'assurer d'avoir vu l'orifice appendiculaire pour dire que nous sommes au bout du côlon. En amont, on doit considérer qu'un acte endoscopique pour coloscopie doit mobiliser 30 minutes de temps, c'est-à-dire que le patient, entre l'entrée en salle et la sortie de salle, il faut au minimum 30 minutes. Certains vont même jusqu'à 45 minutes dans le cadre de tests de recherche de sang positif dans les selles. Il faut que le temps de retrait du coloscope soit d'au moins 7 minutes. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'utilisation des outils modernes dont nous disposons dans notre établissement et dans d'autres établissements. Premièrement, des endoscopes de nouvelle génération. Nous en disposons depuis plus de 20 ans à la clinique Saint-Georges. Deuxièmement, on doit avoir à disposition une pompe de rinçage pour évacuer les résidus qui persistent après préparation. On doit disposer d'outils que nous venons d'acquérir il y a quelques mois à la clinique Saint-Georges, l'intelligence artificielle, qui va permettre d'augmenter le taux de détection des adénomes, qui est le critère principal, finalement, sur lequel on va juger les autres critères de qualité en amont et en aval de performance de la coloscopie. Ce taux de détection des adénomes, en fait, il doit être dans une coloscopie de dépistage tout venant d'au moins 25%. C'est-à-dire que dans un cas sur 4, on doit trouver un polype adénomateux. Les polypes adénomateux, sans détailler, sont les polypes qui ont un risque potentiel dégénératif et d'évolution donc vers le cancer. Quand il y a une recherche de sang dans les selles, positive, on estime que le taux de détection des adénomes doit être supérieur ou égal à 45%. C'est très important et ce taux de détection des adénomes doit être évalué opérateur par opérateur pour savoir si on est dans les clous ou pas dans les clous. Tous les autres outils, l'intelligence artificielle, les dispositifs que l'on met sur notre endoscope à l'extrémité de l'endoscope, on appelle ça des endocuffs, des capuchons transparents, ne sont que des aides à la performance diagnostique et ne doivent pas occulter tout ce que l'on vient de dire en amont, la préparation du patient, le temps de réalisation de l'acte. Pour dire 2 mots de l'intelligence artificielle, on a montré que, isolément des autres facteurs, l'intelligence artificielle permettait d'augmenter le taux de détection des adénomes en moyenne de 15%. Donc c'est important, mais il y a d'autres conditions qui vont faire également augmenter le taux de détection des adénomes, vous l'avez vu. Quand on retrouve un polype, il faut l'enlever. Il faut l'enlever selon des critères. Avant de l'enlever, il faut identifier, il faut le caractériser. On appelle ça le pit pattern, peu importe. Et à partir de cette caractérisation,
on fait rentrer les polypes dans des classifications. Il y en a plusieurs. La classification la plus utilisée actuellement est la classification Connect, qui permet de catégoriser les polypes adénomateux ou hyperplasiques. Donc adénomateux en fonction de leur risque de dégénérescence, savoir s'ils sont déjà dégénérés. Et en fonction de ça, on va choisir le type de thérapeutique adapté. Soit il s'agira d'un polype évidemment cancéreux qui est considéré comme non résécable et ça sera la chirurgie, soit, à contrario, des polypes superficiels avec peu de caractère suspect, on va les enlever par voie endoscopique, et puis certains polypes qui justifient de traitements endoscopiques lourds, entre guillemets, qu'on appelle la dissection sous-muqueuse, qui est entre la polypectomie que l'on réalise quotidiennement et la chirurgie, et ce sont des actes qui nécessitent beaucoup plus de temps et de moyens. Une fois ces polypectomies réalisées, nous avons également des protocoles très codifiés, et notamment une nouvelle version depuis 2021 pour déterminer les modalités de la surveillance post-polypectomie et surtout la fréquence des actes à réaliser. Donc ça, il faut que tous les opérateurs s'attachent à rentrer à la fois dans les critères de qualité de réalisation des actes et les critères stricts de surveillance post-polypectomie.